quand j'étais en train de me préparer pour aujourd'hui, j'ai repris toute la littérature et j'étais un peu étonnée, effectivement, parce qu'il y a très peu d'informations et il n'y a pas de raison, effectivement, de ne pas se concentrer sur les patients Becker en même temps que sur les patients Duchenne. Oui, c'est totalement... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose, mais en fait, vous disiez pourquoi il y a des gens qui ont eu un traitement, des corticoïdes et pourquoi pas d'autres. Par exemple, ça se voit aussi chez l'enfant et avec le tamoxifène à l'heure actuelle. Il y a des gens qui, dans leur consultation, parfois utilisent des médicaments qui ne sont pas forcément validés. Donc, c'est pour ça qu'il y en a certains qui le font, il y en a certains qui ne le font pas. En se disant qu'on peut faire le pari que ça puisse servir tout en sachant pas trop ce qu'on fait. Voilà. Donc voilà, tout simplement, il peut y avoir des différences de prise en charge aussi selon la relation médecin-malade aussi. Parfois, c'est un élément important. Il y a des patients qui ont très envie d'essayer des choses, quitte à avoir des effets secondaires, et puis il y a des gens qui sont au contraire très réfractaires à l'idée d'avoir un quelconque effet secondaire. Donc vous voyez, dans une même consultation, même avec le même médecin, on peut avoir deux attitudes différentes. Avec des patients selon leurs souhaits, selon leurs demandes, selon leurs attentes. Voilà, ça c'est parce qu'on n'a pas assez de données chez le Becker. Après voilà, la différence c'est que le Duchenne c'est facile, parce que entre guillemets, facile. C'est assez homogène, c'est-à-dire que non mais pardon, vous m'avez compris. Pour les études, c'est assez. Je m'exprime, excusez-moi si le terme n'est pas le passé. C'est assez homogène, c'est-à-dire que tout le monde perd à peu près la marche à peu près au même âge. Les problématiques se trouvent à peu près de façon synchrone pour tous les patients, et donc c'est facile à étudier. Quand on fait un essai thérapeutique, on prend 2 cohortes. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de patients puisque tous les patients se ressemblent. Quand on est sur une maladie comme la maladie de Becker, les patients ne se ressemblent pas. Comme vous l'avez très bien dit, on peut perdre la marche à 5 ans, enfin, on peut perdre la marche à 5 ans, on peut la perdre à 50, on peut ne pas la perdre, on peut n'avoir qu'une atteinte cardiaque. Et donc, du coup, quand on fait une étude, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut avoir beaucoup plus de patients parce que comme les patients ne sont pas tous pareils, si vous avez par le fait du hasard, tous les patients qui perdent la marche rapidement, qui sont dans le groupe du traitement, on va dire que le traitement n'est pas efficace et vice-versa. Donc ça nécessite, c'est tout simplement de la statistique, ça nécessite plus de patients quand on est face à des maladies inhomogènes. Et donc c'est plus compliqué à étudier. Et donc comme il y a moins de Becker et c'est plus compliqué à étudier, donc du coup, la recherche va sur ce qui est plus facile, je reviens sur le fait que c'est pas facile de faire de la recherche sur le Duchenne, mais c'est encore plus difficile sur le Becker en fait. J'ai 2 questions au niveau à distance. Donc, je voudrais savoir quels sont les centres préconisés. Donc on n'entend rien. Et je pose la deuxième en même temps. Quels sont les essais thérapeutiques chez l'adulte atteint de myopathie de Duchenne? La première sur la salive et la deuxième globale. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique à la DMD pour ce qui concerne la salive. Mais, je parle, on espère qu'on m'entend. Et il y a des traitements qui sont un peu utilisés dans plusieurs maladies neurologiques et neuromusculaires qui se caractérisent par une augmentation de la salivation ou des difficultés de déglutition. Ça peut être, je fais des exemples, mais à partir de l'amitriptyline, qui est un antidépresseur, mais qui a comme effet secondaire de sécher la bouche. Du coup, on peut profiter de cet effet secondaire pour l'amitriptyline. C'est les plus utilisés, je pense, surtout au début. Ça marche, ça peut marcher plutôt bien. Et on utilise vraiment l'effet secondaire du médicament. Après, il y a d'autres molécules, comme par exemple l'atropine, où on peut arriver même à faire des injections de toxines botuliques dans des glandes salivaires pour réduire la production des salives. Et moi, je vous dis comment moi je le fais, mais il y a des indications plutôt claires, mais souvent on commence par le Laroxyl, on augmente les dosages peu à peu parce qu'au début ça marche plutôt bien, après ça marche un peu moins bien, donc on augmente. Et après on peut passer à d'autres types de traitements jusqu'à arriver vraiment à, il y a même,
on fait des injections de toxines botuliques, ça marche plutôt bien, il faut la refaire de temps en temps. Et après, une option, mais là, c'est la plus extrême, disons, on peut même faire de la radiothérapie des glandes salivaires et empêcher la production des salives parce qu'on on brûle les cellules, très simplement, et du coup, elles produisent plus de salive. Mais bon, il y a plusieurs passages qu'on peut faire et il y a plusieurs options. Après, des fois, c'est difficile quand même de contrôler ce type de symptômes qui peut être très, très gênant, malgré le fait que nous avons plusieurs options thérapeutiques. Et après, il y a toute une gestion très pratique et quotidienne, comme par exemple aspirer la bouche, la nettoyer bien, et tout ça, qui est vraiment la gestion de la salive au moment dont la nécessité se présente. Et est-ce qu'on sait pourquoi il y a certains qui ont un dérèglement des... Alors, c'est pas vraiment un dérèglement des glandes salivaires, c'est qu'on peut avoir des difficultés, surtout de la déglutition. Et du coup, on ne se rend même pas compte, mais nous avalons la salive, je ne sais pas, tous les 30 secondes. Je ne sais pas, mais très, très souvent. Et du coup, si les muscles sont un peu plus faibles et du coup, les mouvements d'avaler est plus lent, ça détermine le fait que la salive s'accumule dans la bouche. Et du coup, on essaye de réduire la production de salive, mais ce n'est pas vraiment la production de salive le problème, mais c'est le fait de pouvoir l'avaler et du coup l'éliminer. C'est pour ça qu'au final, l'aspiration reste toujours quelque chose de très efficace parce que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à l'éliminer à la même vitesse que quelqu'un qui n'a pas la maladie. Oui. Du coup, on peut passer à la deuxième question, oui. Alors, la question est où on en est des essais pour la myopathie des Duchenne adulte. Alors, on en est qu'il y a quelque chose qui bouge, pas beaucoup pour l'instant. Il y a, nous, ça veut rien dire, mais on a été contacté récemment pour un essai à l'âge adulte, c'est l'essai MIODA, peut-être vous en avez entendu parler, qui avance très très doucement pour l'instant. Et du coup, il y en a un, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Du coup, pour l'instant, on ne fait pas grand-chose, mais je pense que la perspective est un peu en train de changer. C'est-à-dire que on s'est toujours concentré sur les enfants, ce qui est correct pour moi, pour plusieurs raisons. Déjà parce que si on peut traiter un enfant avant qu'il s'aggrave avec un traitement efficace, carrément, il faut vraiment y aller et essayer de faire en sorte qu'il ne développe pas trop de symptômes. Et du coup, on cible toujours les enfants. Après, il est démontré dans plusieurs maladies neuromusculaires que les plutôt on traite, qui est plus facile d'obtenir une bonne efficacité si on traite tôt. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur les enfants. Après, il y a aussi des problèmes, disons, un peu techniques. Par exemple, si on pense à la thérapie génique, liée vraiment au type de traitement. Ceci dit, là, nous avons beaucoup d'essais qui démarrent sur d'autres myopathies, même avec des molécules complexes et très innovantes, avec un risque d'effet secondaire qu'on arrive plutôt bien à maîtriser. Qu'on essaye de maîtriser et du coup moi je pense que ça va venir, c'est-à-dire qu'on commence à voir quelques propositions d'essais pour les adultes et je pense qu'on en aura dans les années à venir pas mal grâce aussi au fait que nous avons appris à manipuler des molécules, des nouvelles molécules. Enfin, nous sommes en train d'apprendre et je trouve qu'on apprend plutôt vite et que du coup on va se sentir plus à l'aise à proposer aussi à des patients adultes qui peuvent avoir des complexités liées à l'âge adulte. Déjà, les poids, parce qu'il y a beaucoup de traitements qui sont... la dose est liée au poids et du coup, si on augmente la dose, on risque de déclencher des effets secondaires majeurs. Ça, on est en train d'apprendre comment on peut faire pour les gérer. L'effet qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent à l'âge adulte, du coup, ça devient important d'essayer de les traiter. C'est quelque chose qui a changé au cours du temps. C'est très positif déjà. Et je pense que aussi les promoteurs industriels sont en train un peu de réaliser qu'on peut essayer de traiter les adultes. Du coup, là, pour l'instant, il y a très peu d'essais, mais moi, je suis plutôt positive sur le fait
qu'on en aura, on vous tiendra au courant, bien sûr, dès qu'ils seront proposés. C'était plus sur la microdystrophine précisément. Le pérendopril, en fait, on n'en parle pas parce que la question est réglée, c'est utile. Là, il n'y a pas de. Enfin, je pense qu'il y a un atelier, je ne sais plus s'il est parallèle ou pas parallèle, mais avec Karim Ouabi, c'est après. Là, vous l'avez après. Donc là, il y a, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas trop de questions sur l'intérêt des inhibiteurs d'enzymes de conversion. Bon, bah, Donc, pour les gens qui sont au loin, la question c'est quel est l'objectif chez l'adulte en fait des essais thérapeutiques. Voilà. Il y a les deux choses. Oh merde. Alors, il y a les deux choses. C'est-à-dire qu'il y a des essais ou des études qui sont en cours sur les traitements de l'attente cardiaque. Ça, il y en a, on va en avoir. C'est un traitement qui est plutôt bien connu, mais sûrement il y a des nouveautés qui vont arriver. Oui, ça c'est toujours proposé. Et aussi pour ralentir la dégradation de l'attente cardiaque. Après, je pense qu'on aura des essais qui vont cibler aussi pour d'autres pathologies. On est là en capacité de tester des molécules et du coup, même chez les adultes qui peuvent avoir une attente motrice déjà plutôt sévère, arriver à démontrer qu'il y a une amélioration. Et ça, on le fait pour d'autres pathologies. Et on a beaucoup appris, je trouve. Ça, c'est toujours une question difficile parce que mon point de vue n'est pas le point de vue des patients et des familles. Je dirais que oui, ils vont arriver vite. Après, vite pour moi, ça ne veut pas forcément dire vite pour tous les patients. Parce que malheureusement, c'est quelque chose qui bouge pas très rapidement parce qu'il y a tout un... Bon, au-delà des questions scientifiques, il faut bien trouver... Mais après, il y a toute l'organisation. Moi, je pense qu'on en aura, je ne peux pas vous dire 6 mois, 1 an, 2 ans, mais très bientôt. Juste un essai thérapeutique, en fait, c'est bon, au-delà d'avoir l'idée et de vouloir développer la molécule et d'avoir les premières informations qui disent que chez l'animal, c'est utile. Le développement de l'essai thérapeutique, c'est d'une lourdeur phénoménale parce que, d'une part, dans un premier temps, vous allez montrer sur un petit groupe de patients que votre molécule, elle a peut-être un petit effet, mais surtout qu'elle ne les a pas tués, parce que c'est quand même aussi ça, hein, les essais thérapeutiques, c'est utiliser des molécules qu'on ne connaît pas encore. Et donc, toujours l'idée, hein, c'est quand même d'essayer d'être plutôt bénéfique que maléfique. Donc déjà, la première étape, c'est aller faire un petit groupe de patients, ça s'appelle les essais de phase 1-2, où on va faire un petit groupe de patients pour aller regarder si la molécule a un intérêt. Si elle n'entraîne pas de problèmes de foie, de machin, de trucs, de bidule. Et après, on passe à la deuxième phase, qui est la phase d'un essai dit de phase 3, où là, on va faire une plus large population. On va prendre des gens qui vont recevoir un placebo souvent et des gens qui vont recevoir le traitement à l'étude. Et avant de se lancer là-dedans, il faut savoir ce qu'on cherche. Comme vous l'avez très bien dit, il faut savoir ce qu'on veut améliorer. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir l'échelle qui va permettre de pouvoir le montrer.
comme disait ma collègue, on a beaucoup appris de la myotrophie spinale, une autre maladie, où justement on a appris à utiliser des échelles de fonction du membre supérieur ou des choses comme ça, alors qu'avant on ne faisait que faire marcher les gens, et donc forcément ceux qui n'étaient pas marchands, on ne savait pas bien les étudier. Donc il faut avoir les échelles, il faut avoir les données de sécurité, et puis après je vous dis pas, enfin déjà pour nous quand on fait de la petite recherche médicale dans notre coin, c'est déjà extrêmement lourd, mais là monter un essai thérapeutique sur généralement plusieurs pays, parce qu'un seul pays, ça suffit pas, avec donc différentes réglementations, avec différentes choses, ça prend du temps. Alors, nous, notre temps, il est à l'année, enfin, aux années plutôt, hein. On va dire, on a des perspectives à 5 ans à peu près, nous, hein, quand on dit ça. Et voilà, on est bien conscient que c'est pas du tout vos perspectives à vous, mais l'idée, c'est aussi que l'essai thérapeutique, mais on minimise le risque qu'on fait courir aux gens qui prennent les médicaments. Voilà. Enfin, c'est vrai qu'on est dans un tout n'est pas gris, tout est gris, mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Mais voilà, les perspectives, on est plutôt sur plusieurs années. Une question. Vas-y, Jeanne. Vas-y. Et après, on alternera une fois à la salle, une fois à la visio. Oui. Oui, en fait, on en est. Enfin, c'est pas que moi je veuille pas. Voilà, nous on n'est pas. Nous on veut traiter. Hein, ça, je vous rassure. On préfère traiter et on préfère être efficace pour les patients et ça, il y a vraiment aucun doute. Hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce délai-là, il est quand même inhérent à la recherche. Et le résultat d'un essai thérapeutique, alors c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le résultat d'un essai thérapeutique, c'est extrêmement long aussi à avoir. Parce que quand vous lancez l'essai thérapeutique, vous incluez les patients les uns après les autres. Et normalement, quand on travaille bien, vous ne devez faire l'analyse des résultats qu'à certains moments de votre essai thérapeutique. Et il faut que tous les patients soient arrivés à ce terme-là. Donc imaginons que vous étudiez 100 patients et que votre première étape où vous regardez, parce que vous attendez à ce que le traitement ait une efficacité à 1 an, il faut attendre que le 100e patient, le dernier, il soit arrivé à son année. Et par ailleurs, bon, une fois que vous avez les résultats, ça prend un temps fou d'analyse aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'analyses. Et donc tous ces temps-là, ils sont faits pour que après, la réponse qu'on donne soit pas la réponse qu'on vous donne là depuis le début. Depuis le début, on n'arrête pas de vous dire on pense que c'est sûrement ça, mais on n'est pas sûr et tout ça. Et l'idée derrière ces essais, quand on les mène correctement, c'est qu'à la fin, on dise oui, ce traitement, il sert à quelque chose. Éventuellement, il sert à quelque chose chez les gens qui lèvent le bras au-dessus de la tête ou pas au-dessus de la tête, etc. Donc, qu'on puisse identifier les groupes de gens qui soient répondeurs et qu'on puisse donner donc le bon traitement aux bons patients. Donc, c'est vrai que ça prend du temps, mais travailler correctement, ça permet à la fin d'avoir la bonne réponse et de dire oui, les corticoïdes, c'est pour telle population, s'ils ont moins de tel poids ou plus de tel poids ou des choses comme ça, plutôt que de vous donner les réponses qu'on vous donne depuis le début, en tout cas pour les adultes, qui sont bah ouais, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que la méthodologie scientifique, elle est un peu lourde, elle prend du temps. Et j'entends bien que ça prend du temps et trop de temps, clairement. Mais c'est aussi pour qu'à la fin, la réponse soit une réponse de qualité et qu'on vous donne le bon traitement. Voilà. Allez, plus de son, c'est reparti. Bonjour, est-ce que c'est possible que vous fassiez quelque chose pour que quelqu'un répète au moins les questions de la salle parce qu'on n'entend rien? Oui, puis il y a des périodes de J'ai fait une blackout. tentative.
Ah bah ouais, on n'a mais plus aucun bon, dis son. donc, ils sont pas doués, hein. Ils sont pas doués. Vous nous entendez? Oui, très bien, on entend très bien. Ah bon, moi, j'entends pas la salle. Bon. Ben, sur la salle, je ne sais pas en Non. fait s'ils On nous pas la entendent. salle. Et en tout cas, la salle, on l'entend pas. Oui, c'est ça. Oui, on s'entend entre nous, mais je ne sais pas si la salle entend. Par contre. Oui, c'est complexe. On a justement une question dans la salle. Ah ben oui, il n'y a que des questions dans la salle. Donc, où quelqu'un dit pourquoi n'y a-t-il pas de consensus ou une absence de consensus sur le sujet des corticoïdes, en dépit de l'avis du neurologue et du pneumologue, qui tous deux considéraient que ça allait être délétère sur le muscle. La personne a quand même pris des corticoïdes. Donc, elle s'interroge sur l'absence de consensus par les spécialistes et quid de la vamorolone sur le sujet. Je réponds tout de suite à la deuxième question, parce que c'est plus rapide, je pense. Il y a des essais en cours, on attend les résultats. On espère qu'on aura des bons résultats. D'accord, parce que en fait, la vamorolone serait censée se substituer au déflazacort ou au cortencil, avec moins d'effets secondaires. Parce que le déflazacort, on n'est pas... Là, on peut l'avoir. C'est très récent. Et vous attendez des résultats à quelle échéance, du coup, pour la vamorolone? Alors, oui, ça, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. C'est-à-dire que le déflazacort, il n'était pas utilisé en Europe jusqu'à très récemment. En France, pardon. Et là, on peut arriver à l'avoir, en passant par un ATU, mais bon, peu importe. Il y a des points d'interrogation sur le fait qu'il soit plus efficace par rapport aux autres, dans le sens où il y a beaucoup d'essais, surtout américains, sur beaucoup de patients qui utilisent des déflazacors. Et c'est un peu difficile de comparer les données entre les données américains et français. Après, je pense qu'on est un peu dans la direction de le proposer aux patients. J'ai pas compris, pour la vamorolone, on attend des résultats, mais dans quel délai? Si on m'entend. Oui, alors ça, j'ai lu aussi les VLM, hein, mais les VLM ne résument pas tous les essais et toutes les données. C'est vrai, c'est probablement vrai, mais ça dépend de l'étude. L'analyse n'est pas forcément la même, ça dépend des données. Et tout ça pour dire que probablement la différence n'est pas si forte qu'on l'imagine. Et probablement, il n'y a pas de grosses différences. Ceci dit, à partir de ces publications qu'on cite dans les VLM, là, on a obtenu de pouvoir prescrire les déflazacors aussi en France. Ça, là, on peut le faire sur une prescription en particulier, mais ça, peu importe. L'important, c'est que ce soit possible. Après, les évidences ne sont pas super claires, mais moi, je trouve que si on a même... Déjà, si on a le doute que ça puisse être plus efficace, il faut y aller. Pourquoi pas? Et les effets secondaires, ouais. Après, les effets secondaires sont liés à plusieurs facteurs. Là, je ne connais pas par cœur tous les essais qui citent les différents types de molécules, mais ça dépend du dosage, ça dépend de la population, ça dépend de plusieurs facteurs. Les effets secondaires des corticoïdes sont connus. Après, il faut arriver à comparer les différents types de molécules. Essayer d'avoir un dosage similaire dans une population similaire, essayer de voir s'il y a des effets secondaires. Et ça, c'est en cours, mais les données ne sont pas définitives, je dirais. Et je reviens un peu à ce qu'on disait au début. Il est très important pour les médecins d'avoir des données claires, des cohortes qui ont été étudiées de façon très rigoureuse, parce que ça nous aide à prendre des décisions qui ont une base scientifique et clinique. Ceci dit, la cohorte ne remplace pas les suivis cliniques et les travaux cliniques qu'on fait avec chaque patient et chaque famille. C'est-à-dire, on a des données qui nous disent, ce qu'ils nous disent. Après, comment nous, on applique ces données à chaque patient? Et du coup, l'expérience est
du patient et du médecin aussi est très variable. Parce que des fois, les données nous disent que, bon, là, j'ai fait un exemple des flazacores en moins d'effets secondaires, mais après, il y a des patients qui vont tolérer mieux un autre type de molécules. Et du coup, c'est bien de faire des résumés et de présenter les données qui existent. Ça, c'est la base, c'est la littérature scientifique. Après, ça ne peut pas remplacer la pratique clinique et l'effet qu'il faut vraiment interagir avec les patients, les connaître son état global pour lui proposer la molécule meilleure parmi ceux qui existent. C'est pas une réponse, mais un commentaire. Un commentaire quand même. Vous, les cliniciens, vous faites face à un paradoxe insoluble. D'un côté, il faut que vous meniez un protocole qui correspond à des impératifs juridiques qui sont de plus en plus complexes et qui nécessitent d'être suivis correctement pour pouvoir en sortir une vérité admise par tous. Et d'un autre côté, nous, les malades, on est face à une urgence, on a la mort aux trousses. Et quelquefois, dans le rapport bénéfice-risque, il y a le rapport bénéfice-risque du médicament. Si on le donne, ça fait du bien ou pas. Mais il y a le rapport bénéfice-risque par rapport à une situation donnée. Est-ce qu'on a le temps d'attendre? C'est-à-dire qu'il y a un risque à laisser passer le temps et il y a un risque à ne pas faire du point de vue du malade. Donc vous avez perpétuellement besoin d'arbitrer entre une règle générale et un cas particulier. Et il y a toujours une contradiction entre les deux. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne nous aussi. C'est pas simple, mais quelquefois, il faut arbitrer dans un sens et quelquefois dans l'autre. Le tamoxifène, c'est typique. C'est un médicament qui est sur le marché. N'importe quel médecin peut le prescrire hors AMM en prenant le risque. Simplement, il n'est pas remboursable pour le patient. Et quelquefois, il faut le donner tout de suite parce qu'il n'y a rien d'autre. Et quelquefois, il faut quand même mener à terme un essai pour avoir quand même une vérité qui en sorte. Et les deux sont valides. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne tous. On est face à ce paradoxe et on ne va pas le résoudre. C'est ce que tu voulais dire, je crois, en partie. Attends, Jeanne, s'il te plaît, on va donner un micro parce que sinon ils s'entendent mal. Question que j'ai par rapport aux familles, il y a plusieurs écoles pour les corticoïdes. À l'étranger, ils arrêtent à l'adolescence. C'est vrai qu'en France, on continue, il y en a qui continuent, il y en a qui arrêtent. Mais certains malades ont arrêté les corticoïdes à la préadolescence, par exemple, et avec l'évolution de la maladie, arrivé au début de l'âge adulte, ils souhaiteraient en reprendre. Et actuellement, il n'y a aucun consensus. Et là, il n'y a pas besoin d'essais cliniques. Il y a des cliniciens qui le prescrivent, il y en a qui ne le prescrivent pas. Et voilà, c'est difficile. Et idem pour les béquers. Pourquoi on a décrété que les béquers, les corticoïdes, ça ne fonctionnait pas pour les béquers? Ça fait les corticoïdes, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est très ancien. Oui, mais c'est ceux qui... Oh, allez. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans une zone où on n'a pas la réponse et il n'y a pas de réponse certaine. Et donc, du coup, comme il n'y a pas de réponse certaine, vous avez forcément ceux qui y croient plus que ceux qui y croient moins. Et donc, du coup, vous avez une attitude, et c'est très déstabilisant pour les patients, ils ont une réponse A quand ils vont voir le médecin A, une réponse B quand ils vont voir le médecin B, et le médecin C, il dit « Oh, c'est peut-être ben A, c'est peut-être ben B ». Et en fait, c'est parce que tout simplement, on n'a pas une réponse certaine à donner, et on est face à un bénéfice probablement chez l'adulte qui est moindre que chez l'enfant. Et donc, du coup, la marge, si vous voulez, entre le bénéfice qu'on peut apporter et les risques qu'on apporte avec la cortisone, elle est plus étroite. Et donc, du coup, selon que vous êtes un médecin plutôt réservé ou un médecin plutôt optimiste, vous n'avez pas la même attitude thérapeutique. Pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même aussi une interaction avec votre patient. On ne traite pas tous les patients de la même façon, on ne traite pas c'est pas tous les Duchenne, ils ont la même chose, tous les Becker, ils ont la même chose. Il y a aussi une adaptation qui est en fonction du patient qu'on a avec nous. On revient sur les effets psychologiques, on revient sur les effets que nous on appelle métaboliques, la prise de poids, le diabète, etc. On n'aura pas la même attitude face à deux personnes différentes, face à quelqu'un qui est évolutif, face à quelqu'un qui n'est pas du tout évolutif. Et du coup, vous avez des choses qui sont un peu plus variables. Mais c'est tout simplement parce qu'on connaît moins les choses chez l'adulte et l'intérêt est moins prouvé. C'est tout simplement pour ça.
Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de l'intérêt d'essais cliniques bien conduits qui permettent justement de répondre à la question et de trancher les questions et de dire que c'est le médecin A qui a raison et pas le médecin B. Voilà, de l'intérêt des essais cliniques bien conduits. Sur rien que on a eu plusieurs questions sur garder au moins la force dans le pouce et l'index pour certains. Et il avait été question de thérapie cellulaire. Est-ce que c'est complètement avec Jacques Tremblay au Canada? Est-ce que depuis c'est terminé tout ça, ou est-ce que on envisage encore cette voie-là pour garder ses forces au moins dans la main? Alors, j'ai pas d'infos sur l'essai spécifique, hein, mais je pense qu'on n'a pas laissé tomber l'idée. C'est-à-dire que parmi les stratégies thérapeutiques, hein, l'effet de, par exemple, d'utiliser des thérapies cellulaires, bon, on peut essayer de les utiliser par voie antisystémique pour cibler tous les muscles, mais effectivement, on essaye, même dans d'autres myopathies, de cibler des muscles qui sont soit très atteints, enfin qui risquent d'être atteints, soit qui sont très stratégiques, par exemple, parce qu'ils permettent un mouvement qui est très important pour les patients, et on fait des injections dans des muscles ciblés. Ça réduit les risques d'effets secondaires et on essaye un peu de soutenir, enfin d'améliorer les trophismes, on dit. Bon, c'est un peu générique, mais bon, d'essayer d'aider les muscles qui font des mouvements très importants. Ça, c'est pas... alors, nous, on va le faire dans des myopathies inflammatoires, là, bientôt. Enfin, ça démarre là. À ma connaissance, c'est pas un cours dans la myopathie des Duchenne. Mais je pense que c'est une approche qu'il ne faut pas laisser tomber complètement. Enfin, je crois qu'il y a des trucs à l'étranger. Il y a des essais sur des cellules souches à l'étranger, mais j'ai plus le détail exact. Mais c'est une approche thérapeutique qui peut être intéressante quand on doit localiser. Enfin, c'est vraiment, il faut... Malheureusement, hein, on ne peut pas injecter tous les muscles de l'organisme. Hein. Il y en a des centaines, donc il faut que ce soit des petits muscles, enfin, en tout cas l'état actuel de la connaissance scientifique. Hein. Il faut que ce soit des petits muscles et localisés. En sommes-nous dans l'essai microdystrophine? Dans les essais, oui, il y en a plusieurs. Voilà. Je vais essayer de résumer parce qu'on en est à plusieurs points différents. Alors déjà, je pense que tout le monde est au courant du fait qu'il y a eu des problèmes dans tous les essais. Enfin, il y a différents promoteurs en Europe et aux États-Unis. Et il y a eu des patients qui ont eu des effets secondaires un peu dans tous les essais différents. Du coup, bon, c'était pas super positif l'année dernière. Ce qui est par contre positif, c'est que il y a eu de grosses discussions, un gros travail qui a été fait, et Genetton a participé beaucoup, mais c'était pas que, avec des experts de différents domaines. Et du coup, on a arrivé un peu à identifier quelles sont les raisons des effets secondaires, et on est en train de mettre en place des stratégies pour les limiter. Et ça a permis de faire redémarrer les essais, ou majorité des essais en France et à l'étranger. Du coup, il y a des patients qui sont injectés là, enfin qui viennent d'être injectés ou qui seront injectés très bientôt. On espère avec des résultats positifs. Et a priori, il y a vraiment des stratégies thérapeutiques complémentaires qu'on a mis en place pour réduire les risques d'effets secondaires. Du coup, ça avance. Nous n'avons pas encore les résultats, mais ça se débloque. Du coup, je pense que c'est déjà quelque chose de positif. Une petite dernière. Le Sodexo, on en est où? Le Sodexo, on en est où? Alors, pareil, il y en a plusieurs. Un peu différentes. Il y en a qui sont approuvés aux États-Unis. Et dans l'efficacité, il y a une efficacité qui a été démontrée, mais qui n'est pas super élevée. Ceci dit, il y a des petites molécules ou des oligonucléotides antisens, ce sont les molécules qui font les sauts d'exon, des deuxième génération qui sont en train de sortir. Les essais sont en cours et ce sont des essais de phase 3, du coup, ce sont des essais qui vont
qui ont la perspective de faire approuver la molécule. Il y en a plusieurs. Moi, je pense que cette deuxième génération pourrait marcher mieux parce que la molécule, elle est, d'un point de vue vraiment biotechnologique, elle est un peu plus avancée. Et je pense que la cible est plus précise et qu'on pourrait avoir de bons résultats. D'habitude, on traite les enfants. Toujours pour les histoires dont on a parlé tout à l'heure. Mais là, pareil, je pense qu'on pourrait voir un peu un changement par rapport à ça, en sachant qu'en majorité des essais qui sont en train d'être proposés et qui sont en démarrage, commencent déjà à cibler des enfants et des adolescents jusqu'à 18 ans. Il y en a qui arrivent à 20 ans. Du coup, on commence un peu à aller vers l'âge adulte. Il y en a plusieurs. Il y a pas mal de labos pharma qui proposent des molécules qui sont un peu différentes. Et il faudra qu'on arrive à démontrer quelle est la plus efficace. Et bon, ça avance un peu à peu aussi, moi, je dirais. Très rapidement, parce qu'on est déjà très en retard, un petit mot de conclusion. C'est très difficile de faire le point sur quelque chose qui est à la fois vaste et tout le temps mouvant, qui est sans arrêt en train d'évoluer. Simplement, je voudrais attirer l'attention sur deux choses. La première, l'AFM édite un document qui s'appelle « L'avancée de la recherche dans les dystrophies musculaires de Duchenne et Becker », qui est remis à jour très régulièrement, une fois par an. C'est très régulier, une fois par an. Donc c'est souvent. On a remis à jour 2022 qui vient de sortir, c'était 2021 avant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment quelque chose de bien à jour. Donc n'hésitez pas à le consulter, il est disponible ici et il est là précisément pour ça. Et vous avez beaucoup de réponses qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est n'hésitez pas à appeler également le groupe d'intérêt qui est là aussi à votre service et qui vous donnera également le point de vue des malades. Alors on ne sait pas tout, mais on sait chercher l'information quand c'est nécessaire et on est à votre service. Voilà. Oui. Tu veux dire quelque chose ? Ah oui, et Yves ajoute que les avancées seront bientôt disponibles sur le blog du groupe Duchenne-Becker, ça n'a pas été encore mis en ligne, mais ça le sera bientôt. Voilà. Juste, merci beaucoup Marie-Odile Shannon, qui est la responsable du service publication. Si jamais vous avez la moindre demande, vous avez effectivement accès à tous les documents que vous pourriez avoir si vous avez des difficultés. Voilà. Derrière l'écran, je suis désolée, on n'a pas pu passer toutes vos questions. Et on n'a pas pu prendre toutes les questions de la salle non plus, donc le temps était court. Donc on vous a laissé un mail où vous pouvez poser vos questions et nous on va centraliser aussi les questions qui n'ont pas obtenu de réponse. Voilà, désolée, merci.